Voilà, donc on va commencer ce premier chapitre de management de l'année. Donc on est en management stratégique. Le premier grand thème, les choix en matière d'animation et de mobilisation des hommes. Donc on va travailler sur toute la partie donc humaine des organisations. Alors premier chapitre, le management peut-il tenir compte de l'intérêt de tous les acteurs de l'organisation? Donc vous savez que dans les organisations, il y a des intérêts qui sont parfois divergents, parfois opposés. Il y a un certain nombre d'acteurs internes aux différentes organisations. Donc on va regarder ça dans ce chapitre. Alors, pour se souvenir un peu, quels sont les différents acteurs au sein d'une organisation? Donc les trois grandes organisations que vous avez vues, organisation privée, association, organisation publique. Alors, quels sont les acteurs? Dans une organisation privée, les propriétaires, donc c'est ceux qui détiennent tout le capital de l'organisation, ils prennent bien sûr à ce titre les décisions stratégiques. Leur rôle, c'est d'assurer la pérennité de leur propriété. Vous avez les actionnaires, actionnaires associés. Eux, ils possèdent une petite part de l'organisation et à ce titre, ils veulent rentabiliser leur titre de propriété, c'est-à-dire leur action. Ils reçoivent en échange des dividendes. Et donc, ils participent, bien sûr, comme ils sont en partie propriétaires, ils participent aux prises de décisions stratégiques. Vous avez le dirigeant. Alors, le dirigeant, c'est le gestionnaire. Le gestionnaire, il cherche à atteindre des objectifs stratégiques, c'est le manager. Alors, le dirigeant, parfois dans les toutes petites entreprises, c'est aussi le propriétaire. Et donc, il prend les décisions stratégiques et il les met en œuvre. Mais parfois, il y a séparation entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui gèrent l'entreprise. Donc vous avez aussi les salariés, ils sont liés par un contrat de travail, alors ça rappelez-vous bien de ça, c'est un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Sa force de travail, il l'apporte contre une rémunération et il a pour rôle de regarder bien l'évolution de sa carrière, ses conditions de travail, la sécurité de l'emploi. Ensuite, vous avez les délégués du personnel et syndicaux qui, eux, donc, sont là pour aider, représenter et défendre les intérêts des salariés. Alors, dans les associations, vous avez ce qu'on appelle le président. Le président d'une association, c'est le représentant légal. C'est lui qui gère l'association et qui le pilote selon les statuts, hein, selon la nature, ce pourquoi l'association a été créée. Il ne peut pas faire d'action en dehors de ces statuts. Donc, il va gérer, piloter l'association. Il y a des bénévoles, vous savez qu'ils sont des volontaires, ils donnent leur temps sans rémunération. Puis vous avez les salariés qui, eux, sont liés par un contrat de travail, donc un lien de subordination. Donc ils apportent du temps de travail contre rémunération. Et ensuite, vous avez les adhérents qui, eux, payent une cotisation. En échange, ils souhaitent le bénéfice de prestations offertes. Dans une organisation publique, vous avez un président. Le président, il est nommé par l'État ou il est élu par l'État. Hein. Il va gérer et piloter l'organisation. Vous avez les fonctionnaires qui, eux, sont recrutés par concours, qui apportent leur force de travail contre rémunération, qui veillent à l'évolution de leur carrière, de leur rémunération et des conditions de travail. Et vous avez enfin des syndicats qui représentent et défendent les intérêts des fonctionnaires. Alors, d'où viennent les sources du pouvoir de direction? Donc, ceux qui dirigent les organisations, d'où vient la source de leur pouvoir? Alors, dans une organisation privée, dans une association, dans une organisation publique. Alors, dans une organisation privée, eh bien, les propriétaires ont un droit de vote en assemblée générale. Ils votent pour les nouvelles orientations de l'organisation et ils peuvent élire aussi le dirigeant gérant lors de l'assemblée générale. Alors, ce que je vous disais, c'est que dans les TPE, souvent le dirigeant, c'est l'unique actionnaire, auquel cas, à ce moment-là, il concentre les pouvoirs et donc, à la fois, il est propriétaire et gestionnaire de l'organisation. Dans une association, il y a une assemblée générale qui élit un bureau. Ce bureau est fait d'un président que l'on appelle le représentant légal, et puis d'une secrétaire ou d'un secrétaire, d'un trésorier, d'une trésorière. Parfois, il y a d'autres fonctions. Ce bureau a pour vocation d'exécuter les orientations prises par l'Assemblée générale, toujours en lien avec les statuts de l'association. Donc, une Assemblée générale, un bureau qui exécute des orientations. Dans une organisation publique, alors, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les départements, les régions, sont élus. Ils sont élus tous les 6 ans par les citoyens. Vous avez toutes les administrations établissements publics, une EHPAD, c'est-à-dire un établissement pour personnes âgées, les hôpitaux, les écoles, les lycées, etc. Ceux-là, donc ceux qui ont le pouvoir de direction sont nommés par leur autorité de tutelle. Donc ça va du ministre, du président du conseil général, départemental, les maires, etc. ou dans les ministères.
Voilà d'où viennent les sources du pouvoir de direction. Alors, quels sont les différents types de direction? Il y a quatre grands types de direction que vous devez connaître et qui sont ceux qui sont les plus répandus, fréquentés dans les organisations. Un premier type, c'est le style autoritaire, un style paternaliste, et la fonction. Les salariés sont là pour obéir aux ordres. Euh, Voilà, donc c'est un style de pouvoir qui est souvent fondé, le manager dirige ses subordonnés de façon autoritaire. C'est un pouvoir très centralisé. Le style paternaliste, comme son nom le dit, c'est être comme un père, c'est un pouvoir aussi centralisé, mais là, le leader, le directeur, fonde sa direction sur une relation affective très forte avec ses salariés. Souvent, c'est lui qui a été le créateur de l'organisation. Il possède seul le pouvoir de décision, mais il peut consulter ses subordonnés, parfois lors de décisions importantes. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il a des relations très fortes avec ses salariés. Le style consultatif, c'est un style dans lequel les décisions sont prises par le dirigeant seul. Cependant, c'est un style de direction qui est fondé sur les échanges et l'implication des salariés dans l'organisation. Donc beaucoup d'échanges. Euh, le leader, le directeur consulte les salariés. Cependant, il prend la décision seul. Dans le style participatif, eh bien, les décisions sont participatives. C'est un style fondé sur la participation des salariés, donc aux décisions. Il favorise la participation de tous les membres et donc on met en place des outils de communication interne pour que chacun puisse prendre des initiatives et montrer sa créativité. Voilà 4 types styles de direction dans les organisations. Alors, quels sont les facteurs qui influencent les styles de direction? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur qui peut influencer le style de direction, c'est la personnalité du dirigeant. Tout dépend de son caractère, de sa personnalité. Est-ce qu'il est plutôt à l'écoute des autres? Est-ce qu'il est plutôt extrêmement un caractère assez très très dynamique qui ne prend pas le temps de la consultation et de la participation? Est-ce qu'il aime ou pas partager le pouvoir? Deuxième facteur qui influence les styles de direction, le type d'organisation. Alors, par exemple, si on prend les organisations publiques, elles sont extrêmement hiérarchisées. Il y a des textes officiels qui déterminent de façon très précise les statuts, les fonctions, donc il y a peu de place pour les initiatives et le management participatif. Dans le type d'organisation, il y a aussi la taille de l'organisation. Lorsqu'on est dans une petite entreprise, eh bien, tous les salariés se connaissent, il peut y avoir un style participatif plus facile, puis l'entreprise grandit, le dirigeant ne pourra de toute façon plus prendre tout seul les décisions, va partager peut-être plus son pouvoir, ou au contraire, il pourrait y avoir aussi un pouvoir plus autoritaire parce qu'il ne souhaite pas perdre le contrôle de ce qui se passe. Ensuite, donc le contexte, la taille. Ensuite, la culture de l'organisation. Alors, une culture, c'est un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées dans les organisations. Suivant ces valeurs, il y aura différents types de direction. Il peut y avoir des organisations où il y a des cultures de conflit de façon régulière, où la hiérarchie est souvent contestée. Donc, dans ce cas-là, il vaudrait mieux un type de direction beaucoup plus participative ou en tout cas consultative. Il y a aussi l'historique de l'organisation, comment elle a été fondée, quels sont les styles de direction qui ont été vécus. Enfin, dans les facteurs qui influencent le style de direction, il y a l'environnement. Donc les entreprises, aujourd'hui, vous savez que l'environnement il est instable et incertain, donc elles doivent tout le temps s'adapter. Et du coup, eh bien, dans cet environnement parfois très instable et incertain, on voit qu'il y a des styles de direction qui deviennent plus consultatifs, participatifs, voire un nouveau style qui est le style adaptif. On s'adapte en fonction de l'environnement. On peut passer d'un style autoritaire à un style consultatif en fonction de cet environnement extrêmement changeant. Donc,
prise d'initiative, souplesse, réactivité peut être très importante à certains moments, puis à d'autres moments, il faut prendre des décisions de façon très rapide, très efficace. C'est plutôt le style autoritaire qui va s'imposer. Donc voilà pour ce premier chapitre. Les différents acteurs, qui sont-ils, quels sont leurs rôles, d'où viennent les sources de pouvoir de direction, quels sont les différents types de direction et quels sont les facteurs qui influencent les types de direction.